Vaste sujet, Gilles. Le chemin se fait en marchant. Que faire ensemble pour changer d'air? Alors bien sûr, c'est pas avec 2, 3, 10 sondages qu'on pourra commencer une amorce de réponse, mais on va savourer tous ensemble et écouter avec beaucoup d'intérêt vos échanges. Dans le cadre du sondage qu'on a réalisé en partenariat avec cet événement et avec le journal Le Monde, on a posé une question aux Français et vous allez voir, ce sondage est un sondage qui montre un certain nombre de ruptures par rapport à des idées reçues qu'on a sur la société française. Et je pense que ça vous permettra peut-être d'éclairer votre débat. La priorité numéro 1 des Français aujourd'hui, pour permettre à la France de sortir de la crise, c'est d'effectuer une grande réforme de l'État qui permette de réduire drastiquement ses dépenses. Je vous rappelle qu'à longueur de sondage, on a pu montrer combien les Français étaient attachés par ailleurs à leur système de protection sociale et à la dépense publique, lorsqu'elle était orientée par exemple vers la santé ou vers l'emploi. Je rappelle que tout à l'heure, dans le même sondage, les Français situaient comme l'une de leurs 3 plus grandes priorités leur modèle social et la qualité de leurs services publics. Donc ce n'est pas un rejet de ce qui est fait par nos services publics et notre modèle social qui sort de ce résultat. C'est vraiment cette idée qu'aujourd'hui, pour favoriser la croissance et permettre à la France de sortir de la crise, c'est la grande réforme, alors que les Français seraient soi-disant incapables d'accepter ces réformes. Deuxièmement, c'est de favoriser l'innovation et l'esprit d'entreprise. Et troisièmement, évidemment, l'adaptation du système éducatif aux enjeux de demain. Vous voyez juste une chose, tout en bas de liste apparaissent les sujets qui sont par ailleurs médiatiquement les plus traités. Par exemple, défendre les entreprises menacées de fermeture et qui appartiendraient à des secteurs sinistrés ou en difficulté, ça ressort beaucoup moins que de réduire la dépense publique, par exemple. Et vous voyez aussi que la réduction des inégalités entre les territoires, qui est un vrai sujet, et qui fait l'objet de pas mal de unes de médias, eh bien finalement, n'apparaît pas comme une des toutes premières priorités aux yeux des Français, même si évidemment chacun la jugera importante. Voilà, c'est une petite pierre pour l'édifice que vous allez bâtir pendant les 3 quarts d'heure qui viennent. Merci. Effectivement, parler de bâtir un édifice sur ces sujets en 3 quarts d'heure, c'est extrêmement ambitieux. Alors, visiblement, on a perdu Cynthia Fleury. Pourtant, elle est dû rentrer du Japon hier. Mais on n'a pas de nouvelles. Si elle arrive, elle pourra nous rejoindre. Je pense qu'on n'est pas obligé d'être dans des dimensions très très formelles. Pour discuter de ces sujets, pour rentrer dans une conversation, parce que je pense que effectivement la logique du chemin qui se fait en marchant, c'est plutôt d'engager une conversation. J'ai plaisir à être avec 2 amis. Alors évidemment, on va peut-être avoir du mal à trouver des points de divergence, mais c'est pas très grave. On va essayer de travailler de la complémentarité. Karine Dartigues-Pérou, qui est une prospectiviste, politologue, qui travaille dans différents endroits sur ces sujets. Elle est notamment présidente du club de Budapest. Elle travaille aussi à l'Institut Mines Télécom, où elle anime 2 ateliers d'un think tank. D'ailleurs, moi j'anime le 3e atelier. Elle a publié pas mal de livres sur les questions de reliance, de résilience. Et grande spécialité du livre collectif. Elle aime bien faire se rencontrer les gens et confronter les idées. Et un dernier livre qui s'appelle La Nouvelle Avant-Garde, qui vient de sortir. Je vous rappelle que les livres des intervenants peuvent être achetés à la librairie. Mathieu Baudin. Alors Mathieu dirige l'Institut des Futurs Souhaitables, c'est au cœur de notre sujet, c'est un historien prospectiviste aussi, et qui aime bien les mots aussi. Il y avait beaucoup de mots dans la séance qui précédait, notamment il parle d'idéation, d'éco-prospective, de conspirateurs positifs. Enfin, tout ça nous emmène vraiment dans des chemins. Je pense que effectivement, on est quand même en train de changer. L'ère dans lequel on rentre, dans sa forme, n'est probablement pas une ère qu'on a déjà connue auparavant, quand il y a eu ces grandes révolutions autour de l'imprimerie, par exemple. Il y a eu ce siècle de lumière qui a alimenté des choses, qui a amené des transformations. Et aujourd'hui, on n'a pas un siècle de lumière, ou plus exactement, ah ben voilà Cynthia, qui nous rejoint. Bienvenue. Non, ne cours pas, je vais parler le temps nécessaire à traverser cette immense scène de la Cité des Sciences. Donc Cynthia Fleury, qui est philosophe politique, qui travaille dans différentes organisations, dont le Muséum d'Histoire Naturelle, et qui a écrit plusieurs livres, dont un sur le courage, je crois, qui t'a fait connaître à un moment donné, et aussi un livre assez récent sur les questions de biodiversité et de société, de questions de réconciliation des rêves. Donc vous voyez bien qu'il y a une cohérence. Donc en gros, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est qu'on n'est plus sur une méthode ancienne où on réfléchit,
on a un siècle de lumière pour nous alimenter intellectuellement, puis on teste les choses, on fait des scénarios, on mesure, et ensuite on met en œuvre. Donc je crois que la phase de généralisation qui doit être la nôtre aujourd'hui, elle s'inscrit complètement différemment, où chacun d'entre nous, on fait un peu tous en même temps. Voilà. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça aussi, parfois, y compris dans des journées comme ici, qui peuvent nous interroger, parce que le réflexe qu'on aurait comme ça, c'est se dire, on a le représentant du club de 10 qui apporte la pensée, puis les petits jeunes qui font. Mais non, je crois que c'est pas du tout comme ça que un jeune peut aussi avoir une pensée. Et à un moment donné, c'est aussi dans une confrontation que justement on peut mettre en place des choses, des évolutions, et surtout en essayant d'être dans un monde très particulier, qui est un monde de l'incertain et du complexe, qui est un monde de la synchronicité, de l'insynchronicité, et un monde qui ne sait pas où il va. C'est ce qui me gêne. Vous savez, on a un grand débat sur la transition écologique, transition énergétique, mais on ne dit pas vraiment vers quoi on va. Et moi, j'avais envie de vous citer une phrase il y a très très longtemps d'un rabbin qui a dit ne demande jamais ton chemin à personne, tu pourrais ne pas te perdre. Moi, c'est une phrase qui me mène un peu tous les jours, et je pense que c'est intéressant en miroir par rapport à tout ça. Alors, je vous les ai présentés, ces amis, sur ce qu'ils font, mais peut-être que changer d'air, ça aurait été se confronter à quelque chose de beaucoup plus compliqué, qu'aurait été de leur dire qu'est-ce qu'ils sont, ou qu'est-ce qu'ils sont pour moi. J'ai quand même essayé en disant que c'était des amis, qu'on était tous dans des cohérences de construction, mais à un moment donné, peut-être que notre société, elle aura changé d'air aussi, quand on présentera quelqu'un non pas sur ce qu'il fait, mais sur ce qu'il est. Voilà. Alors, ça nous amène naturellement à des questions de transformation et de courage, et non pas pour la punir parce qu'elle est arrivée la dernière, mais bien au contraire parce que je trouve que c'est un point de départ important. Si on rentre dans un chemin, effectivement, il y a la notion de courage, et j'aime bien quand tu parles de courage ordinaire, notamment. Alors, on a entendu beaucoup de choses ce matin, on s'est dit là que on allait faire des interventions assez courtes, des débats, vous avez le droit de me couper la parole, de couper les autres. Voilà, on va essayer d'être dans un après-midi 2.0. Bon, alors bonjour à tous, pardonnez-moi pour le retard, ça fait 1 heure quand même que je suis dans le métro, donc j'ai l'impression presque quand même d'être arrivée à l'heure, j'étais avec vous mais dans un autre lieu. Donc moi j'avais envie par rapport à la question de changer d'air, puis là, je reviendrai sur la question du courage, d'essayer de cerner les points qui sont vraiment entre guillemets décisionnels, si j'ose dire, et qui montre qu'il y a un seuil. Bon, un seuil par rapport, puisqu'on connaît à chaque fois, on est toujours dans la fin du monde, la fin d'un monde. On ne sort pas de ce type d'interrogation. Donc pour moi, il y a plusieurs points, des points qui ont toujours de l'ambivalence d'ailleurs, des points positifs, des points plus compliqués. Un point qui pour moi est essentiel aujourd'hui, et j'appellerais ça de façon un peu pompeuse, et vous me pardonnerez, une espèce de contre-histoire de la liberté politique qui est en train de se mettre en place, à la fois avec un outil qui est génial, qui s'appelle les NTIC, Internet, etc. Mais la technique, c'est pas que ça. La technique, et pour moi, ça c'est un seuil très nouveau. La démocratie, elle s'est organisée sur la séparation des pouvoirs. En tout cas, elle défend cette idée, le politique et le démocratique, c'est la séparation des pouvoirs. Bien évidemment, la technique vient arrêter ça. C'est-à-dire que la technique repermet, par exemple, d'avoir un drone qui collecte des données scientifiques, très bonne chose, on fait avancer la connaissance, et qui en même temps vous surveille. C'est-à-dire que c'est précisément la technique est un lieu qui vient rendre poreux ce qui, au départ, nous avons mis un temps infini à séparer. Et donc là, bien évidemment, pour moi, il y a un enjeu structurel, démocratique, important. Premier point. Deuxième point, et qui est dans le même genre, c'est ce qu'on a appelé, d'autres ont appelé la liquidation, entre guillemets, de la souveraineté. Exemple, confiscation de la décision par du trading automatique. On en entend régulièrement parler, et beaucoup d'auteurs ont parlé d'une liquidation de la souveraineté démocratique. Et je pense que oui, il y a des pistes assez nouvelles à ce niveau-là. Point qui intéressera plus particulièrement Karine, et sans doute elle le développera bien mieux que moi, c'est toutes les questions aussi d'anthropocène, de la notion de Crutzen, qui effectivement considère que le premier moteur aujourd'hui de l'évolution naturelle et des possibles irréversibilités, c'est l'homme.
Ça aussi, c'est assez nouveau. Et il y a une prise, on m'interrogeait il n'y a pas longtemps sur la question civilisationnelle. Est-ce qu'il y a encore une civilisation aujourd'hui? Vous savez, la fameuse question. J'ai dit, je ne sais pas, mais en tout cas, pour la première fois, il y a une prise de conscience globale sur le fait que nous avons une planète Terre définitivement périssable, et ça forme une conscience. Qu'on soit contre ou pour, ça forme, comme disent les Américains, un issue. C'est-à-dire on ne peut pas penser hors de ça. Et d'une certaine manière, c'est une forme aussi de civilisation globale autour de cette question, où on ne peut pas échapper à cette question. Et puis, dernier point, pour le côté positif, parce qu'il y a plein d'autres choses à dire. Le côté positif, c'est que là aussi, ce forum en est, l'illustration parfaite. L'Institut des futurs souhaitables, pareil. J'étais là tout à l'heure à la radio en train de parler d'une initiative qui s'appelle Oui Demain, qui est un journal qui traite de oui avec un WE, et qui traite de toutes les initiatives de l'entrepreneuriat social, etc., enfin de tout ce que nous défendons tous. Et là aussi, on a ce que Dominique Bourg a appelé les modes de vie émergents. Là aussi, il y a quelque chose qui change, parce qu'un individu bien organisé, je pense à tes conspirateurs, peut-être que tu en diras quelques mots positifs, en réseau, peut à un moment donné lui-même avoir, on va dire, un efficace politique et une transformation de la vie de ses concitoyens sur une échelle locale, et espérons un jour sur une échelle plus nationale. Voilà, les points de différence. Alors, on parlera effectivement du courage tout à l'heure. Effectivement, on peut saluer d'ailleurs le dernier numéro de Oui Demain qui est sorti la semaine dernière, magazine créé par les frères Siegel, qu'on avait connu VSD, à qui on a un partenariat avec l'Université d'été de la communication pour le développement durable, et qui est vraiment un magazine, je crois, à découvrir, et extrêmement dans le sens de ce qu'on fait aujourd'hui. Karine, je vais récupérer le micro, parce qu'on n'est pas très riche, on est désolé, c'est très frugal ici. Vous l'avez repéré à midi. Oui, vous mangerez mieux ce soir. Il faut rester léger un peu. Vous avez vu, on a forcé un peu sur le chocolat quand même, parce qu'il fallait rester un peu dynamique, et d'ailleurs tout le monde est là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que si vous aviez trop mangé, la salle serait moitié vide. Justement, parce qu'on parle de nourriture, la vision anthropocène. Je sais que tu aimes bien travailler sur les questions de reliance, de résilience aussi. Est-ce que tout ça, c'est un tout, ou est-ce qu'on est un peu éparpillé? Oui, alors j'ai envie quand même d'aborder quand même la question qui nous intéresse. Et ce matin, j'entendais beaucoup de gens dans la salle qui disaient « Mais attendez, changer pour changer, c'est pas l'objectif ». Je crois que beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui, c'est comment on change, pourquoi on change. Et au-delà du changement, Richard a déjà introduit la question, mais il a fallu quand même l'attendre l'après-midi. On a parlé de transformation. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la pensée complexe, c'est-à-dire comment l'action, finalement, c'est le découlement d'une vision. Donc déjà, c'est-à-dire qu'on n'a pas, comme tu dis, d'un côté la vision et de l'autre l'action, les gens qui réfléchissent et ceux qui agissent. Je crois que là, c'est la pensée complexe en cela. Et c'est ça qui fait qu'on s'insère finalement dans tout l'héritage d'Edgar Morin. En tout cas, moi personnellement, c'est comme ça que je ressens les choses. Donc ça, c'est un premier message. Ce qui nous intéresse ici, c'est les moteurs de l'action. C'est les moteurs de la métamorphose, c'est-à-dire comment on pense, on agit, on expérimente, et comment à la fois, avec nos visions, on transforme le monde. Donc je voulais juste replacer, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les 30% de gens qui sont en train de transformer le monde, donc ce que j'appelle la nouvelle avant-garde, c'est-à-dire, c'est peut-être pas un socle philosophique très défini, mais en tout cas, c'est des gens qui partagent un même système de valeurs, qui ont des mêmes types d'actions, et ces gens qu'on les appelle les créatifs culturels, qu'on les appelle les minorités actives, qu'on les appelle, moi je préfère parler de la nouvelle avant-garde, mais en fait c'est des gens qui se retrouvent, juste pour donner un petit peu d'éléments de contenu, mais dans deux systèmes de valeurs, c'est-à-dire un premier système de valeurs que je qualifie d'émancipation. Et ça va bien au-delà de ce que disait tout à l'heure Monsieur Su quand il parlait finalement d'individualisation relationnelle. Non, je pense qu'on est vraiment dans le passage à l'individuation. Et dans cette individuation, il y a vraiment le côté d'engagement, de courage. Alors là, je te repasse le relais.
sur le courage tout à l'heure si tu parles du courage. Donc il y a vraiment cette dimension d'engagement et d'acteur de changement. Et ça c'est très important et je crois qu'on l'a vu dans tous les exemples ce matin, du numérique, des WeShare, des KissBank, etc. On voit ces gens qui sont portés par quelque chose et je pense que tu en parleras tout à l'heure également. Et puis le deuxième aspect de ce système de valeurs qui caractérise, si vous voulez, cette nouvelle avant-garde, c'est la dimension d'interdépendance. Et l'interdépendance, on a aussi déjà un petit peu abordé la question au fil de la journée, mais c'est toute cette question qui fait comment on crée du nous, comment on crée du collectif, pas uniquement comme une somme d'individus engagés, mais comment on arrive aussi à relier, et c'est-à-dire la définition de la reliance, c'est relier différemment. C'est pour ça que la reliance, c'est un concept qui a beaucoup plu à Edgar Morin, qui vient pas de lui, mais qui a beaucoup plu à Edgar Morin, parce que c'est comment nous relier différemment, comment nous attacher différemment. Et aujourd'hui, je crois que l'enjeu de la mondialisation, si on la veut humaine, et si on la veut incarnée, écologique, vivante, eh bien, c'est de nous relier différemment. Et de nous relier pas dans le séparatisme, pas dans la segmentation, pas dans le cloisonnement. Et c'est ça qui est difficile. Et je dirais comment faire en marchant, c'est arriver à décloisonner, à développer, mais je suis sûre que peut-être tu me redonneras la parole pour parler des plateformes de reliance, c'est-à-dire décloisonner. Si t'es pas trop long maintenant, tu auras plus de temps. Voilà, en agissant, en pensant, élaborant des futurs souhaitables à 10 ans, 15 ans, mais aussi en agissant de manière décloisonnée, c'est-à-dire travailler avec les intellectuels, les politiques, les entreprises et les associations, bien évidemment, puisqu'elles sont vraiment à l'avant-garde de beaucoup de choses. Mais l'enjeu, c'est vraiment d'avancer ensemble. Merci. Donc Mathieu, là, sur ces questions d'ensemble, hop, petit micro, faire un institut du futur souhaitable. Donc ça veut dire qu'il y a du désir. Donc quand même dans cette affaire, est-ce qu'on est sur du désir individuel, sur du désir collectif? On voyait bien les questions générationnelles ce matin. C'est très très belle image de dire c'est la première génération qui se vit comme telle au niveau mondial. C'est quand même un joli concept. Mais est-ce qu'il y a un désir individuel et des désirs collectifs? Voilà, on en est où? Est-ce qu'il y a vraiment une évolution par rapport à ça? Alors déjà, on va mettre du pluriel. Il faut avoir envie, il faut souhaiter. Oui, et puis on va aller vers des futurs souhaitables. Ça évitera les dogmes. Ça évitera ce que le 20e n'a pas su faire, c'est-à-dire s'affronter des uniques. Donc il y aura des futurs souhaitables, il y aura des avenirs, il y aura des désirs. Par contre, il y a une envie qu'on ressent vraiment profondément, puisqu'on est des passeurs connecteurs d'une confrérie de conspirateurs positifs, puisqu'ils l'ont effleuré, je ne voulais pas en parler, mais voilà, puisqu'on est entre nous, on peut vous le dire, il y a des gens qui sont en train de changer le monde. Ils n'ont pas attendu qu'on leur dise que c'était pas possible, ils sont juste en train de le faire. Et en plus, c'est même pas français, c'est même pas européen, c'est mondial. C'est-à-dire qu'à Rio de Janeiro ou à Bangalore, à Jakarta ou à Porto Novo au Bénin, les types, les nanas, elles sont en train de partir, elles ont exploré des nouveaux continents, elles sont déjà en train de revenir. Ça, c'est la bonne nouvelle de la journée. Et si un forum changé d'air comme ça a autant de succès, c'est que c'est juste qu'on est dans l'air du temps, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. Donc ça, merci à vous d'avoir organisé ce bel événement. Une fois qu'on a mis des pluriels, on a le désir d'aller explorer des choses qui ne sont pas encore. Et c'est pas naturel d'imaginer le futur. Quand on demande c'est quoi pour vous demain, ce sera le prolongement de ce qui existe déjà à mon petit niveau. Eh bien qu'à cela ne tienne, avec une gymnastique un peu de l'esprit, on peut imaginer des futurs, et on peut imaginer des futurs souhaitables. Parce que la complexité, c'est pas pareil que la complication. Si on veut bien prendre du temps, eh bien, on va inventer la vie qui va avec cette complexité. Et c'est ça le message que j'aimerais passer. Merci. Et Edgar Morin est quand même un peu avec nous. Et on avait envie d'insérer ça dans nos discussions et pas seulement de sanctuariser comme ça la personnalité d'Edgar, mais vraiment d'amener un peu cette dimension de métamorphose. Puis si quelqu'un parle du chemin, évidemment, et de la voix, c'est bien Edgar Morin. Magnéto. C'est toujours très difficile de changer de structure de pensée, surtout quand celle-ci a été déterminée par l'éducation. Or, un mal dont souffrent pas seulement les politiques, mais malheureusement tous ceux qui vivent dans notre civilisation, c'est qu'ils ont une éducation qui sépare et compartimente les savoirs, ce qui rend impossible de traiter les problèmes fondamentaux et globaux qui sont nos problèmes de plus en plus vitaux et mortels.
Et alors, les politiques, eux, non seulement ils souffrent de cette maladie, ils font appel à des experts spécialistes dont les vues sont juxtaposées au lieu d'être synthétisées, mais aussi eux-mêmes, ils manquent de culture. Ils vivent dans l'immédiat, ils vivent au jour le jour. Vous savez, la pensée politique est au degré zéro. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, elle est réduite à l'économie. L'économie, ce sont un ensemble de calculs, et les calculs ignorent les réalités humaines les plus profondes, comme les sentiments, l'amour, l'amitié, la tristesse. Donc, si vous voulez, une économie qui elle-même est sous le coup d'une école de pensée qu'on appelle le néolibéralisme, qui a fait montrer sa faillite, sauf à ceux qui ne veulent pas le voir. Donc, tout ceci les rend aveugles. Vous savez, les politiques ont des périodes de somnambulisme. Moi, j'ai connu le somnambulisme des politiques dans mon adolescence, entre 30 et 40, qui allaient vers la guerre mondiale sans s'en rendre compte, comme des automates. Aujourd'hui, c'est pas exactement la même crise, c'est pas du tout les mêmes problèmes qui, à l'époque, étaient dus à l'expansion de l'Allemagne nazie et du Japon. Mais aujourd'hui, nous avons le monde où les conflits se multiplient et où les périls s'aggravent, et on n'en prend pas conscience. Mais donc, il faut un sursaut, il faut un choc, il faut plusieurs électrochocs pour qu'il y ait un éveil et que l'on comprenne. Moi, je crois que, je cite souvent cette phrase de Hölderlin, que là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Plus le gouffre sera visible, plus le désastre sera présent, plus je pense qu'on a des chances d'avoir le sursaut, ce qui est paradoxal, c'est-à-dire que plus les choses vont s'aggraver, plus peut-être nous avons des chances que ça s'améliore. Karine, c'est l'heure du son, c'est super. 1, 2, voilà, c'est revenu. Karine, le sursaut, est-ce qu'il faut des éléments déclencheurs ? Parce qu'après, alors moi, une question que je déteste et d'ailleurs on parlait avec Bettina Laville qui déteste aussi avoir ces questions mais qui doit l'avoir aussi souvent que moi. Alors optimiste, c'est juste le contraire de tout ce qu'on raconte je crois depuis ce matin. Mais est-ce que le sursaut peut venir réellement d'une construction ? Parce que tu parlais de 30%. Donc, c'est le chiffre qu'on utilisait au début quand on parlait des créatifs culturels. Est-ce qu'il y a une augmentation ? Est-ce qu'on peut passer vers la douceur, enfin la non-violence, comme disait tout à l'heure Patrick Vivray, ou est-ce qu'il nous faut une bonne guerre ? Bien évidemment, et je pense que quand Edgar parle, il parle finalement de cette croire. Il dit souvent croire à l'improbable, mais croire à l'improbable, ça veut dire tout simplement conscientiser finalement, conscientiser planétairement qu'on vit entre nous, que finalement on est des êtres somme toute très fragiles, qu'on doit prendre soin des uns des autres, mais aussi prendre soin et surtout du vivant, et que le vivant est aussi là, et le cosmos, tout ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, est là aussi peut-être pour nous aider à peut-être reconnecter avec le plus profond de nous-mêmes. Et donc, moi, je vois pas du tout dans ce shift, dans ce basculement, dans cette métamorphose, je vois quelque chose de très organique, de très biologique, comme quelque chose qui advient, qui fait masse à un moment donné, une bascule. Vous voyez, quand on le voit, le développement durable. Regardez, il y a 10 ans, la conscience citoyenne du développement durable était bien loin de ce qu'elle est aujourd'hui, si vous voulez. Donc, on le voit, le chemin de notre conscientisation s'accélère, mais ça ne suffit pas. Et je crois que se transformer, c'est à la fois se transformer à la fois individuellement et collectivement. Et notre responsabilité, elle est double. On ne peut pas uniquement dire il faut, on le voit dans les plus jeunes générations très engagées aujourd'hui, il y a cette maïotique entre le je, le nous, le penser, le faire, etc. Et ça, c'est très important. Bon, moi, je reprends toute l'influence de Morin sur l'écologie de l'action, mais c'est quoi l'écologie de l'action ? C'est déjà sortir de ses préjugés. Et je crois qu'il y a quand même dans cette étape quelque chose de douloureux. C'est pour ça qu'on parle des voies de la résilience, parce qu'il y a quelque chose quand même de transformationnel, il y a quelque chose de douloureux, il y a énormément de souffrance à l'heure actuelle. Donc il faut arriver à transcender quelque chose, à trouver la voie, à trouver la joie, j'allais dire, c'est un peu ça. Et dans cette transformation, et l'écologie de l'action, c'est déjà se dégager de ses préjudices, de ses préjugés, parce qu'on a très souvent tendance à croire que voilà tout un tas de choses avec lesquelles on a été élevé, etc. Et c'est aussi trouver sa singularité. Parce que trouver sa singularité,
singularité, c'est trouver ses repères en matière de valeurs, de comportement. Et comme le dit très bien Patrick Vivray, il ne faut pas se tromper sur l'ère qu'on veut construire. On a un grand enjeu de responsabilité collective et je crois que c'est à chacun de nous aussi, individus, à voir ce qu'on peut faire à notre niveau, chacun à notre niveau, qu'on soit simple citoyen ou tête de réseau, etc. Comment on peut aussi faire advenir quelque chose de plus grand que nous et s'unir au travers de valeurs. Et je pense que ces valeurs sont très importantes et elles sont au socle finalement de cette métamorphose. Oui, allez. Non, mais ça fait du bien. Il faut défouler, respirer. D'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, je vais vous faire mettre debout tout à l'heure. Respirer un peu. Alors moi, c'est marrant de poser la question de l'optimisme parce que je trouve qu'on est condamné à être optimiste et c'est une super condamnation en ce moment. C'est-à-dire que si nous dire que demain c'est forcément un mur vers lequel on s'éclate, et on s'éclate justement pas de la belle manière, mais de la mauvaise manière, celle traditionnelle qui dure depuis 10 000 ans, c'est pas vraiment marrant, c'est même pas vraiment innovant. Là, ce qui est génial, c'est d'essayer d'imaginer qu'on peut faire différemment. On a ce carrefour historique à ce moment-là de la partie. Bettina parlait du 15e, 16e siècle. Je pense qu'on est dans ces zones, dans ces temps de découverte où tous nos schémas anciens, de toute façon, sont obsolètes face aux enjeux à venir. Et donc, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est réinventer. 1, 2, être optimiste sur cette réinvention. Parce qu'on va inventer la vie qui va avec. On va se réapproprier la donne. Et donc, comprendre, c'est prendre avec. Là, maintenant, c'est possible. Et comme on aime bien les petites phrases depuis le début, moi j'en ai une, certainement de Paul Heuken, mais à vérifier pour les tweetos. Si je n'étais pas pessimiste, je serais aveugle. Mais si je n'étais pas optimiste, je serais sourd. Et il faut entendre aujourd'hui... Ça rentre pas, je pense, dans un Et il faut entendre aujourd'hui le bruit de la forêt qui pousse plutôt que celui de l'arbre qui tombe. Et la forêt, elle pousse fort en ce moment. Oui, vous pouvez applaudir. Alors, d'autant qu'effectivement, alors moi j'ai une conviction aussi, c'est que dans une lecture poétique et pas forcément seulement technique et raisonnable qu'on pourra trouver les solutions. Alors juste sur la technique, parce que tu as commencé sur le mot, moi je trouve que dans ce monde... Non mais juste sur le mot, dans ce monde incertain, ben, le mot en français il y a verbaliser, et verbaliser ça donne déjà des jalons. Alors, moi je préfère qu'on parle effectivement comme ça plutôt que dire il faut que. D'ailleurs j'avais envie de vous proposer, mais j'ai oublié en début, de nous interdire d'utiliser le mot il faut que, parce qu'effectivement maintenant c'est quand même le sens de cet atelier, c'est de faire dans l'action et de réfléchir dans l'action et de continuer dans l'action. Allez, parlons un peu de courage. Non, parce que c'est aussi quand même, pour faire le lien avec ce que disait aussi Karine juste avant, à un moment donné, le monde dans lequel on bascule, celui qu'on projette aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on y est prêt? C'est aussi à la psychanalyse que je parle. Est-ce qu'on est structurellement, mentalement, affectivement prêt à ça, prêt à vivre un monde de changement permanent? Alors, 3 minutes. Oui. J'ai senti dans mon lancement que ça allait durer. Non, ça ne durera pas. Bon, on y est prêt et on n'y est pas prêt, bien sûr. Mais enfin, on y est plutôt prêt. Si tu veux, mon expérience, entre guillemets, d'analyste, mais souvent... tu parlais d'avant-garde tout à l'heure, Karine. Souvent, ceux qui font une analyse sont parfois un peu dans l'avant-garde. Je rigole. Mais bon. Mais on y est prêt, oui, je crois. En tout cas, non, on a été tous les deux et tous les trois ou tous les quatre, je ne sais plus, à Rio. Et c'était dingue de voir le hiatus entre le sommet des États absolument réfractaires à toute idée et le sommet des peuples et la société civile totalement prête à... et qui effectivement était déjà loin dans la solution déjà. Elle n'était plus dans le problème, elle était dans la solution, que ce soit dans les favelas ou ailleurs. Bon, donc moi je crois deux choses pour revenir au courage. Un, sur la question d'Hölderlin, mon expérience est un tout petit peu différente. Je crois qu'il n'y a pas de fond. Donc ceux qui se disent, bon écoutez, voilà... quand on aura atteint le fond, on va remonter. Je leur dis attention, il n'y a pas de fond. Donc surtout n'allez pas sur cette piste-là. La deuxième piste, c'est que mon expérience, c'est que l'intelligence n'a jamais gagné contre la bêtise. Donc jamais. Bon, c'est pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en somme, la seule chose qui vainc la bêtise, c'est du rapport de force. Très souvent, c'est du rapport de force, et que l'intelligence, il faut donc la passer à un autre niveau, mais que face à la bêtise, hélas, bon, l'intelligence souvent ne remporte pas la mise. Donc, à nous, effectivement, de passer dans. Alors, le courage est
théorie du sujet. Pour moi, c'est le premier outil protecteur du sujet. Et ça, c'était très important pour moi de rappeler aux uns et aux autres que le courage, qui est souvent vu comme quelque chose qui peut nous mettre en danger, au contraire, était le premier grand outil protecteur du sujet, parce qu'il y a une seule chose qui protège le sujet avec un grand S, c'est de faire sujet. Donc le prix à payer du manque de courage est généralement très très élevé. Ça s'appelle l'érosion du sujet. Dans le meilleur des cas, ça arrive chez un psychanalyste. Dans le pire des cas, ça arrive sur l'asphalte. Donc fondamentalement, pour récupérer son agency, qui est la seule chose protectrice du sujet, c'est le courage. Et puis au niveau collectif, c'est protecteur, c'est un outil de régulation et de protection, on va dire, de production du common decency. Là aussi, hein, pardonnez-moi l'anglicisme, mais donc agency au niveau personnel, common decency, décence commune au niveau collectif. Et donc là encore, c'est vrai que moi j'ai défendu le courage comme vertu démocratique, puisque selon moi c'est une des grandes valeurs pour nous protéger de l'entropie avec un E, donc de tous les phénomènes de dégénérescence qui guettent la démocratie. Ils sont nombreux. Voilà. Et effectivement, ce qui est génial, c'est que le courage n'est pas antinomique de la peur, le courage n'est pas antinomique de la prudence, le courage est tout sauf une passion, c'est un principe, et il est vraiment à portée de main. Et donc, pour paraphraser, on n'est pas dans le just do it, fais-le où il faut, mais on est dans quand même pas un peu retourné, c'est la phrase de Yankelevitch qui interdit la délégation à autrui. En somme, c'est cette chose qu'il faut faire, c'est à moi de la faire. Donc en fait, c'est sur soi. Hein, comme on dit en psychanalyse, on met la barre sur soi. Ce qui est une belle ambition. D'ailleurs, c'était un des termes ce matin, on n'était pas très loin de ça dans le terme d'un des ateliers. Effectivement, Karine, hop, je récupère le micro. Nous, on bouge. Sur ces questions-là, parce que l'intelligence, la bêtise, c'est aussi la cohabitation. Coluche disait un truc du genre, le problème avec les cons, c'est que c'est avec ça qu'ils jugent. Donc, à un moment donné, on est quand même dans une diversité de la société, on est parfois dans une diversité au sein de soi, dans ses activités, dans sa façon d'être. Comment faire avancer ? Parce qu'à un moment donné, alors mon angle, il est plus développement durable. Maintenant, quelle que soit l'ambition, la façon d'exprimer ces désirs d'évolution de la société, à un moment donné, on est sur du changement. Probablement, on a convaincu les gens qui sont convaincables. C'est un peu en anglicisme aussi, ça. Mais comment on fait avec les autres ? Comment on cohabite ? Oui, ça me fait vraiment, je pense que la question là qu'il faut aborder maintenant, c'est vraiment le passage à l'action. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est l'idée de la diversité qui nous est chère à tous. On comprend bien qu'aujourd'hui, l'enjeu de la mondialisation, c'est donc de la célébrer non pas sous sa forme uniformisante, mais au contraire, de révéler toutes les richesses de la planète, enfin des habitants de la planète. Donc on voit bien ça, cet intérêt. Mais c'est vrai que moi j'aborde la question plutôt du passage à l'action, moins comme une question de rapport de force, en fait, finalement, plus comme arriver à mêler toutes ces singularités et à faire quand même qu'il y ait de l'efficacité. C'est Bernard Liétard, vous savez, qui parle de cette courbe qui mêle efficacité et diversité pour les systèmes monétaires. Et notamment, son combat est de défendre l'importance des monnaies complémentaires. Et l'idée que trop d'efficacité tue la diversité, hein, c'est-à-dire si on est dans les monopoles ou si on n'a qu'une monnaie, eh bien ça tue la créativité, l'innovation, etc. Mais aussi trop de diversité tue l'efficacité. C'est-à-dire que je dirais qu'on n'est pas dans le béni oui-oui de la biodiversité culturelle. Ici, l'enjeu de passage à l'action, c'est pas uniquement de se dire ah ben tiens c'est super, toi t'es différent, j'aime ta différence. Ok, c'est une première étape. Mais la question c'est comment créer ensemble, comment avancer ensemble dans nos paradigmes. Et je dirais que l'enjeu véritablement, et ça m'est vraiment apparu aujourd'hui en écoutant toutes les discussions, c'est vraiment intégrer, décloisonner, mais dans les paradigmes. Et on n'a pas dit ça finalement. On s'est contenté de dire ok, il faut décloisonner, il faut plus de transdisciplinarité, il faut plus que les disciplines se rencontrent, il faut même des passeurs entre les disciplines, des traducteurs, etc. Mais je crois qu'il faut aller plus loin, il faut aller dans l'intégration du nouveau paradigme. En fait, il faut arriver, et c'est là où on va gagner en urgence, si vous voulez. On va gagner en temps, parce qu'on n'a plus le temps, et dans ce nouveau paradigme, il faut aller encore plus dans la confrontation de nos paradigmes. Alors moi,
moi, j'œuvre à ma manière, à travers plein de petits laboratoires, à la fois d'innovation publique dans le territoire des Hauts-de-Seine, à la fois à la Fondation Télécom, en faisant travailler différents types d'acteurs privés en lien avec la recherche. Toi, tu le fais Comité 21, Baudin, Mathieu le fait à l'Institut des futurs souhaitables au niveau de la formation. Le Club de Budapest et le Pacte civique le font au niveau associatif. Donc, je veux dire, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en œuvre. Et ce qui caractérise en fait ces initiatives, c'est ce que j'appelle les plateformes de reliance, c'est-à-dire c'est à la fois des échanges réels, en temps réel, physique, mais aussi relié par le numérique, parce que le numérique est un formidable outil, on l'a énormément abordé aujourd'hui, et c'est aussi être dans la décision, c'est-à-dire dans l'élaboration des futurs, mais aussi dans la décision, et je crois que la question, elle est vraiment d'ordre de la gouvernance. Et du passage de la gouvernance à la contribution, à l'action, etc. Il nous reste 5 minutes, vous avez entendu le petit signe discret. J'ai entendu le mot création. À un moment donné, je trouve quand même dans cette affaire, dans nos débats, et c'est souvent le cas d'ailleurs, on ne parle pas beaucoup des artistes, on confond un peu créativité et création. Et ça m'évoque une femme qui travaille les autistes au niveau de la musique, qui me disait, elle a fait un boulot formidable, je crois qu'elle s'appelle Françoise Dubosc. Duroc, pardon. Elle est là ? Je pensais que Françoise était là, j'étais ravi de la revoir. Elle me disait que ce qui est très intéressant, avec les autistes, c'est quand ils se réveillent le matin, ils se vivent un peu émiettés, comme on a parfois le sentiment. Et la musique de Bach les rassemble. Et à un moment donné, comment nous rassembler ? C'est-à-dire, tu disais tout à l'heure, mais oui, évidemment, le monde change, il y a plein de gens qui changent le monde. Mais à un moment donné, à l'échelle d'un monde qui est en expansion, si le monde était stable, on serait content, parce que voilà, on passe de 1 à 2%, à 3%. Bon, évidemment, on a des limites environnementales, ressources un peu difficiles, pollution, etc. Donc on a quand même des urgences. Mais le problème, c'est que le monde croît très vite, et ce qui ne croît pas plus vite que la progression des gens qui prennent les bonnes initiatives. Il va être temps que ça s'arrête, je commence à être un peu à savonner. Et où est le micro ? Qui n'a pas rendu le micro ? Voilà, donc en gros, la place de la création dans tout ça, et peut-on rassembler, et même doit-on rassembler ? Parce que ça, c'est quand même un grand fantasme politique depuis très longtemps. Il faut absolument rassembler. J'ai la vérité, il faut que tout le monde adhère à ça. Mais cette diversité de la multitude, dont parle Henri Verdier, notamment dans un livre fantastique qui s'appelle L'âge de la multitude. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense qu'il faut se rassembler sans se ressembler. Et ça, c'est nos amis du biomimétisme qui nous disent ça. C'est-à-dire que quand un système est assez fécond, assez riche, la compétition, ça peut être marrant et ça peut jouer pour l'évolution. Quand un système est en crise, la meilleure façon de s'adapter, c'est la biodiversité qui le fait avec la coopération ou la symbiose. Ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'on est en crise et que la collaboration, la co-révolution, elle est en train de justement d'avoir cette même attitude un peu salvatrice, et donc il faut aller vers encore plus de biodiversité et donc se rassembler autour des clusters d'idées, autour des choses qui nous rassemblent, parce que dans l'injonction faire moins avec mieux, il y a 2 choses. Les médias focalisent sur le moins, nous, on aimerait focaliser sur le mieux. Il y a des choses à gagner dans la transition, et c'est ça qui donne envie d'y aller ensemble. L'autre chose, c'est que moi, je pense qu'il faut inverser la charge de la preuve. Les vrais utopistes aujourd'hui, c'est ceux qui pensent que le système peut continuer comme ça. C'est plus nous. Nous, on est juste peut-être une partie de la réalité de demain. Donc c'est à eux qui continuent le système de nous dire comment ils ont cette folie-là. Moi, je pense. Alors, ouais, il est très très bon. Cynthia, un dernier mot peut-être, parce qu'on va passer à la table suivante. Un dernier mot, mais il est 44 et j'ai le droit jusqu'à 45, donc je vais garder mes secondes. Disons que tu as récupéré le quart d'heure de Monsieur Attali, donc le droit est un petit peu le droit et les devoirs, contestable. Tout ça. Juste, est-ce qu'on peut tous être en capacité justement d'individuation et surtout de création ? Tu sais, artisan, artiste, tout ça. Oui, on peut. Et en fait, il faut comprendre qu'il y a une obligation pour nous tous, je crois, méthodologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est l'exemple de ça. C'est-à-dire, il n'y a plus, alors peut-être que c'est une erreur, mais en même temps, je ne crois pas. Mais à chaque fois que un de nous, là, 4, fait un projet, vous êtes sûr que les 4 autres sont dedans. Hein. C'est impossible de faire... Vous avez remarqué qu'elle a dit un des 4 et a dit les 4 autres. Donc déjà, ça a multiplié. Oui, pardon. Bon, enfin bref, voilà, il y en a toujours. Oui, parce qu'il y en a un autre qui est souvent aussi, qui fait partie de la chaîne. Donc, je veux dire par là qu'on a cette obligation organisationnelle, si j'ose dire, d'être plus
plus 1. C'est-à-dire, et de construire cette chaîne et de la rendre efficace. C'est notre travail. Ça doit faire partie, je pense, aujourd'hui, de notre manière d'envisager notre business et notre vie dans la société. C'est petit à petit comme ça qu'on préservera un nous et en même temps qu'on le rendra efficace et fort aux yeux des autres qui ne sont pas encore dans notre communauté. Merci, et n'oubliez pas que tout ça passe par effectivement une rupture avec la possession, parce que alléger nos vies en possédant moins, c'est aussi une façon effectivement d'être plus ensemble, parce qu'on essaye de posséder aussi forcément un peu moins les autres. Je vous renvoie à des gens comme Arnaud Desjardins qui a très longtemps dit des choses très bien sur le sujet. Voilà, merci, bonne continuité.